Septembre 2025. Une décision de justice tombe et elle pourrait bien redéfinir notre vie numérique. Il s'agit du transfert de nos données personnelles vers les États-Unis. Alors, on pourrait croire que c'est une excellente nouvelle, non? Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui se cache derrière ce verdict, ça pourrait vraiment tout changer. Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse passionnante de Didier Taormina, publiée en septembre 2025 sur ce même portail. On va plonger ensemble dans les coulisses d'une décision qui nous touche tous de très très près. Voilà la grande question, celle qui est vraiment au cœur de tout ce dossier. Pensez-y une seconde. Chaque email, chaque photo partagée, chaque achat sur Internet, une immense partie de notre vie numérique fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Mais la vraie question c'est, une fois là-bas, sont-elles vraiment en sécurité? La réponse, on va le voir, est tout sauf simple. Alors pour bien saisir l'enjeu de cette décision, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que, attention, ce n'est pas une histoire qui date d'hier. C'est l'aboutissement d'une véritable saga, une guerre juridique et politique. D'un côté, on a la vision européenne, la protection de la vie privée. De l'autre, la vision américaine, la surveillance au nom de la sécurité nationale. Ok, regardons un peu cette chronologie pour y voir plus clair. Le point de départ, le vrai Big Bang, c'est 2013. Les révélations d'Edward Snowden. Un électrochoc planétaire. Tout le monde découvre l'ampleur de la surveillance américaine. La justice européenne réagit au quart de tour. Bam! En 2015, elle invalide l'accord de l'époque, le Safe Harbor. On le remplace. Et rebam! En 2020, elle invalide son successeur, le Privacy Shield. C'était un bazar juridique sans nom pour des milliers d'entreprises. Et c'est là qu'arrive ce fameux Data Privacy Framework, présenté comme la solution miracle. Donc, face à ce chaos, il fallait absolument trouver une solution stable, une bonne fois pour toutes. Et cette solution, c'est le fameux Data Privacy Framework, ou DPF pour les intimes. On nous l'a vraiment vendu comme le Saint Graal, l'accord qui allait enfin réconcilier tout le monde et apporter les garanties que l'Europe réclamait depuis si longtemps. Et au cœur de ce nouvel accord, il y a une pièce maîtresse, la DPRC, la Data Protection Review Court. C'est quoi ce truc? Eh bien, son objectif, c'est de réparer le gros défaut des accords précédents. C'est-à-dire l'absence totale de recours pour un Européen qui estimerait que ses données ont été surveillées de manière abusive. Sur le papier, c'est une avancée énorme, c'est clair. Mais, et là il y a un mais de taille, cette fameuse cour n'est pas née d'une loi gravée dans le marbre du Congrès américain, non. Elle vient d'un simple décret présidentiel. Ça peut paraître un détail technique, mais retenez bien ce point parce que c'est là que se niche toute la fragilité de cet édifice. Et on arrive au moment clé, le verdict. Septembre 2025. Après des années et des années de feuilleton judiciaire, le tribunal de l'Union européenne se prononce enfin sur ce nouveau pacte. Alors est-ce que c'est la fin du suspense? Et la nouvelle tombe, c'est validé. L'accord est approuvé. Imaginez le soulagement général dans le monde du numérique. Les entreprises peuvent enfin souffler, les transferts de données redeviennent légaux, les services qu'on utilise tous les jours sont en théorie sécurisés sur le plan juridique. On pourrait croire que la guerre des données est enfin terminée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? On a une belle façade, celle d'une paix enfin trouvée. Mais si on gratte un peu la peinture, les fondations, elles, semblent bien plus instables qu'on ne le pense. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Ce qui est crucial, c'est de comprendre le raisonnement des juges. Il y avait pas mal de critiques, notamment celle du député Philippe Latombe, qui disait en gros « Attention, cette cour américaine n'est pas vraiment indépendante ». Et pourtant, les juges ont estimé qu'un contrôle a posteriori, c'est-à-dire un contrôle après que la surveillance ait eu lieu, était une garantie suffisante. C'est un choix, disons, pragmatique, mais un choix qui laisse planer pas mal de doutes. Alors maintenant, regardons ce qui se cache derrière les lignes. Ce que le verdict ne dit pas clairement. Parce que cet accord, même validé par la justice, porte peut-être en lui les germes de son propre échec. Alors, quelles sont ces failles? La plus grosse, on en a parlé, c'est que tout ça ne tient qu'à un décret présidentiel. Un changement de président à la Maison-Blanche, et hop, tout peut être balayé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le risque que l'Europe abaisse ses propres exigences. Et puis, la stabilité de tout l'édifice dépend d'organismes américains très sensibles aux changements politiques. Bref, on est loin, très loin, d'une solution pérenne. Et il y a un autre point, un peu plus technique, mais qui est énorme, c'est un glissement dans les mots utilisés par la justice. Avant, elle exigeait une protection essentiellement équivalente. Maintenant, elle se contente d'une protection substantiellement équivalente. Ça a l'air de rien comme ça, mais en droit, c'est un monde de différence. En gros,
C'est comme si l'Europe avait un peu baissé la garde, accepté un compromis qui affaiblit la protection qu'on croyait acquise. Bon, au-delà de tout ce jargon juridique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça touche directement à notre vie numérique. Et plus largement, c'est toute la question de la souveraineté européenne qui est sur la table. Est-ce que l'Europe a encore les moyens d'imposer ses règles du jeu? Et pourquoi ça nous concerne tous? Parce qu'on ne parle pas de données abstraites, de 0 et de 1. On parle de nos conversations privées, de nos photos, de nos informations de santé, de ce qu'on achète. Quasiment tout ce qu'on fait en ligne repose sur la solidité de cet accord. Si demain il s'effondre à nouveau, ça pourrait vouloir dire une sorte de fracture dans le monde numérique tel qu'on le connaît. Et pour résumer tout ça, il y a cette phrase de Didier Taormina qui est juste parfaite. Il dit que l'avenir de ces transferts est écrit à l'encre changeante de la géopolitique, de la technique et du droit. Tout est dit. On n'a pas une solution définitive, on a une trêve hyper fragile, qui peut être rompue à tout moment. Ce qui nous amène à la question finale, la question de fond. Est-ce que cet accord est la preuve du pragmatisme de l'Europe ou est-ce qu'au contraire, il montre sa faiblesse, son incapacité à imposer ses valeurs face à la puissance américaine? C'est une question ouverte et le débat est très très loin d'être terminé. Pour aller plus loin et suivre tous ces sujets, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.